On va parler des autres sujets, évidemment, et ils sont nombreux. Michel Barnier, qui est donc ce matin, ici, à Angers, pour vous écouter, pour vous apporter des réponses. D'abord, quel est votre état d'esprit, vous, aujourd'hui, dans ces assises des départements de France? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'espoir que Michel Barnier apporte des réponses? D'abord, tout le monde se souvient des assises de Strasbourg. Et aujourd'hui, nous avons soldé seulement les comptes des promesses faites par Elisabeth Borne. Ça ne nous a pas échappé qu'entre-temps, on a eu un autre Premier ministre et que finalement, régulièrement, on a des ministres qui passent, des propositions qui sont faites. Et aujourd'hui, les propositions et les promesses d'Elisabeth Borne n'ont pas été toutes honorées. Vous voyez, donc on va déjà solder ça. On a bien compris que le Premier ministre héritait d'une situation catastrophique et qu'il demandait un effort à tous les Français et aux collectivités. Ça va être la question essentielle aujourd'hui, beaucoup trop aux départements. On va évidemment aborder ces sujets aujourd'hui. On est évidemment serein. Je crois que les questions, et bien sûr le contexte a été évoqué avec l'ensemble des ministres. Le président Sauvadet l'a évoqué très largement avec le Premier ministre. Ils savent. Et maintenant, on attend d'eux qu'ils aient des réponses à la hauteur des difficultés et des attentes des départements. Avant de rentrer dans le fond, Jean-Luc Glaise, est-ce que déjà vous dites Michel Barnier, c'est un ministre qui est plus à l'écoute, qui comprend mieux les départements que ne l'ont été les précédents premiers ministres? Alors, moi, après les déclarations d'amour, j'attends des preuves d'amour. Nous avons a priori un Premier ministre qui connaît les collectivités locales et qui connaît notamment les départements, bien évidemment. Et donc, à ce titre, dont nous pouvons supposer qu'il sera plus à l'écoute que l'ont été les premiers ministres précédents. Néanmoins, tout va dépendre des déclarations que nous entendrons. En tout cas, par rapport à votre question, nous attaquons cette séquence à la fois en colère et à la fois très offensif sur les demandes et sur les attentes et les exigences que nous portons. Alors justement, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos demandes? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la matinée, vous allez dire il nous a apporté les bonnes réponses? Tout simplement, nous avons tous ensemble, à Département de France, voté une résolution de façon unanime pour réclamer le retrait d'un certain nombre de mesures envisagées dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de finances sécurité sociale. Cette demande-là, formulée, doit être honorée à la hauteur de ce que nous avons porté comme exigence. Donc, si ça n'était pas le cas, nous ne serions pas, bien évidemment, satisfaits de ce qui nous sera annoncé. Nicolas Lacroix. Oui, voilà, aujourd'hui, ce texte qui sera présenté en séance tout à l'heure et qui a été voté à l'unanimité de l'ensemble des présidents de départements de France. Tout est dit dedans, bien sûr. Mais vous savez, on attend évidemment beaucoup du Premier ministre, on attend un certain nombre de nouvelles, de bonnes nouvelles, un certain nombre aussi de retours en arrière sur le texte initial du projet de loi de finances. Mais la situation des départements est bien plus grave parce que ça fait maintenant des années qu'on alerte, ça fait des années que les départements subissent des dépenses non imposées, et des recettes qui ne sont pas à la hauteur. Donc la première étape, c'est bien sûr aujourd'hui les annonces du Premier ministre. L'étape de demain, c'est bien sûr réfléchir complètement sur les recettes des départements, des dépenses qui doivent être maîtrisées, et des dépenses qu'on doit choisir nous-mêmes. Voilà, je crois que celui qui décide doit payer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais ce matin, par exemple, Michel Barnier, dans Ouest France, il dit déjà qu'il y aura des ajustements significatifs dans le budget. Pour vous, ça doit être quoi concrètement, ces ajustements significatifs ? Alors très clairement aujourd'hui, la reprise sur les recettes de fonctionnement est une forme de pacte de Cahors inversé, puisqu'à un certain moment, on nous interdisait d'augmenter nos dépenses de fonctionnement et là, on nous reprend sur nos recettes. Ça, il faut absolument l'éliminer. Le deuxième sujet, c'est... Il faut l'éliminer juste pour tous les départements. Oui, il n'y a aucun département qui doit être concerné par ça. Mais de toute façon, nous sommes un certain nombre déjà très concernés aujourd'hui et nous serons encore plus nombreux demain. Donc la mesure doit être absolument appliquée à tous les départements. Il y a la question également de la TVA. Ce qui est scandaleux, c'est que cette TVA nous a été accordée sous prétexte qu'elle serait dynamique pour compenser mieux l'impôt foncier qu'on nous enlevait pour le donner aux communes. Et aujourd'hui, 2 ans après, on nous explique qu'il n'y aura pas de dynamique de TVA. C'est donc une malhonnêteté intellectuelle, c'est un reniement de la parole de l'État. Et quand l'État prend une parole, il doit impérativement la tenir. Donc voilà des mesures sur lesquelles il faut absolument que le Premier ministre revienne. Vous êtes d'accord, c'est les mêmes mesures? Oui, c'est la motion que nous avons votée unanimement, bien sûr. Et c'est la première série de mesures qu'on demande en urgence au Premier ministre. Vous savez, beaucoup de départements n'arrivent pas à boucler leur budget 2024. Beaucoup de départements ne voteront pas leur budget en 2025, en décembre, comme c'est assez traditionnel, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses et que surtout, on n'a pas les moyens d'équilibrer du budget. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, en fait. Des collectivités qui n'arrivent plus à équilibrer leur budget, c'est quelque chose que l'État sait faire.
Nous, les collectivités, d'abord, on n'a pas le droit de le faire et on s'est toujours appliqué à adopter des budgets en équilibre et des budgets sincères. Enfin, ça fait pas si longtemps qu'on l'a entendu, Nicolas. On a l'impression qu'on l'entend à chacun de vos congrès. Vous dites attention, il y a des départements qui n'arriveront pas à boucler leur budget. Cette alerte, vous la lancez depuis des années. Et pourtant, on a l'impression que rien ne change, voire que la situation s'aggrave. Alors, en fait, ça fait effectivement quelques années qu'on alerte, mais ça fait quelques années aussi qu'on dégrade nos politiques. Toutes nos politiques en matière d'accompagnement de nos partenaires, toutes ces politiques facultatives qui font vivre nos territoires, l'aide aux communes, l'aide au monde associatif, notre implication forte sur les questions de santé, qui n'est pas à notre compétence. Évidemment, chaque année on rogne, puis chaque année, en bon élève, on vote des budgets en équilibre. Mais là, je vous le dis, pour beaucoup de départements, la mission est maintenant impossible. Et donc, il y a bien sûr ces attentes et ces mesures d'urgence qu'on attend du Premier ministre. Mais de demain, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va devoir travailler. Ça a été dit, aujourd'hui, nos recettes ne sont plus dynamiques. Nos recettes ne sont pas en adéquation avec nos métiers. Vous savez, quand la France va mal, nous, on a beaucoup plus de personnes fragiles à prendre en compte et beaucoup plus de personnes fragiles à protéger. Le Premier ministre a dit lors de son discours de politique générale, il faut être aux côtés des plus fragiles. Nous sommes la collectivité qui accompagnons les plus fragiles. Quand vous dites qu'il faut plus de recettes dynamiques, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez un nouvel impôt local? Est-ce que vous attendez une fraction d'un impôt déjà existant? Si vous voulez, je ne voudrais pas qu'on sorte de ces assises en disant les départements veulent un impôt nouveau. Parce que je crois que les Français n'en peuvent plus. Les Français ne veulent plus de fiscalité nouvelle. On veut tout simplement en face une certaine autonomie fiscale et financière. C'est des choses qu'on demande depuis bien longtemps. Et on veut des recettes qui sont en adéquation avec nos propres politiques. Aujourd'hui, on a des recettes très fortement liées à l'activité économique, finalement. Et on nous les avait annoncées dynamiques. On voit que ça n'est pas dynamique. Et je le redis, quand la France va mal, ça se passe très mal dans les familles, la protection de l'enfance explose. On a aussi... c'est quoi? Une part plus importante de TVA? Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut un certain nombre... vous savez, dans le rapport d'Éric Woerth, il y a eu un certain nombre de propositions qui sont faites. Il faut aujourd'hui, effectivement, que nos recettes correspondent aux compétences que nous avons. Donc voilà, il y a évidemment tout à remettre sur la table. Ça fait un petit moment qu'on demande de travailler là-dessus. Ça n'a pas avancé. Vous avez bien compris qu'en changeant de Premier ministre tous les ans et de ministre sur nos propres compétences tous les 6 mois, ça paraît un peu compliqué. Jean-Luc Gleyze. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que vos recettes soient dynamiques? D'abord, repartons des fondamentaux. L'article 72 de la Constitution, libre administration des collectivités locales. L'article 1414 du CGCT, ce sont des ressources adaptées aux compétences qui sont transférées. Aujourd'hui, il faut que nous ayons une discussion avec l'État pour bien définir le cadre des compétences qui sont les nôtres, avoir un socle de recettes qui nous soit garanti pour des droits fondamentaux qui doivent être accordés, et ensuite nous laisser la liberté d'avoir... une action sur un impôt, par exemple, ou sur quelque chose qui peut exister. La CSG fait partie aussi, quand même, la CNSA, rappelons-nous, prélève depuis 2024 0,15 points de CSG supplémentaires, 2,6 milliards d'euros de recettes, 150 millions d'euros donnés au département. Nous demandons, nous, à ce qu'il y ait une part qui soit beaucoup plus importante pour nous aider à financer à l'autonomie et que nous puissions continuer aussi sur l'expérimentation et l'innovation. On nous dit beaucoup innover, expérimenter et ensuite, éventuellement, on généralise. Mais il nous faut pour cela des moyens sur lesquels nous puissions agir. Donc la CSG. Oui, la CSG par exemple sur un socle, mais il n'empêche qu'il faut pouvoir agir aussi sur des impôts complémentaires. Il y a la question de la TSCA pour financer les SDIS, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Donc il y a des sujets comme ça sur lesquels on peut travailler. Je ne crois pas que les 0,15 points de CSG cette année aient provoqué des mouvements sociaux majeurs dans le pays, alors qu'en réalité ils ont rapporté beaucoup. Il y a aussi le mur du vieillissement, vous savez, on en parle très peu. Mais aujourd'hui nous sommes confrontés à cette vague, à ce vieillissement de la population. Des EHPAD aujourd'hui qui sont en cessation de paiement. Qui reprend les déficits d'un EHPAD, d'une maison de retraite? Ce sont les départements. On n'arrive plus à trouver des personnels qui interviennent dans les foyers. Sur le mur du vieillissement... Ça veut dire qu'il y a des EHPAD publics qui vont fermer aujourd'hui? Ils ne fermeront pas parce qu'on a évidemment cette nécessité de maintenir ce service. Mais ce sont bien les départements qui aujourd'hui doivent absorber les déficits. Personne ne le sait. On nous dit les EHPAD vont mal. Oui, mais ce sont les départements qui vont être là pour sauver tous ces EHPAD, une fois de plus. On a eu la loi Bien vieillir. Franchement, c'était une loi de mesurette et qui ne répondait pas à la question du vieillissement de la population. Ça fait bien longtemps qu'à Département de France, on demande une loi grand âge. La vraie question, c'est comment on finance le grand âge? Est-ce qu'il faut une nouvelle journée de solidarité? Pourquoi pas, mais à condition que les recettes de cette journée reviennent aux départements qui en ont la responsabilité. Est-ce qu'il y a aussi la question des droits de mutation, des frais de notaire? Est-ce que vous demandez une augmentation de ces droits de mutation?
Alors, ce que demande la résolution, c'est un déplafonnement de 1% supplémentaire. Et je pense qu'il faut impérativement que nous tenions bon sur cette ligne-là qui nous est absolument nécessaire en matière de recettes. Juste un mot pour terminer sur la question des impôts. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de service public. Il faut rappeler quand même à la population aussi que la question du consentement à l'impôt est fondamentale. Elle permet de garantir le service public. S'il n'y a plus aucun impôt en France, il n'y aura plus de service public. Ça veut dire après, ce n'est plus que des entreprises privées et c'est donc une inégalité républicaine qui s'instaurera. Ça sera des conséquences concrètes pour les gens qui nous regardent. Ça veut dire quoi s'il y a des difficultés financières pour les départements, pour que les gens qui nous écoutent ce matin comprennent bien dans leur quotidien à eux, qu'est-ce que ça va changer? Vous savez, les DMTO, ils sont pas là pour financer les droits de mutation. Nos politiques des solidarités. On s'en sort d'abord pour investir sur nos routes, pour investir dans nos collèges, pour accompagner toutes ces communes qui ont besoin du soutien du département pour continuer à investir. Voilà, moins de DMTO, c'est moins d'investissement sur les territoires. Il faut juste en être conscient. Et c'est surtout un des pans entiers de l'économie qui vont s'effondrer. Si la commande publique s'effondre, vous savez, ça va faire très mal dans nos entreprises. Jean-Luc Lez, juste parce que hier, Nicolas Lacroix, après je vous fais répondre évidemment, dit si on n'a pas de réponse sur le financier, il n'y aura plus de versement du RSA, on ne s'occupera plus des mineurs non accompagnés. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le bon moyen pour faire un peu pression sur Michel Barnier aujourd'hui? C'est une action de communication que le groupe DCI a souhaité. Elle lui appartient. Ne pas verser le RSA. Vous l'approuvez ou pas? Alors, ne pas verser le RSA à la CAF, parce que c'est à la CAF, c'est pas aux bénéficiaires, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être un acte que nous pouvons aussi reproduire, nous, de notre côté, s'il le fallait, de manière à peser sur l'État si cela était nécessaire. Concernant les mineurs non accompagnés, c'est un sujet différent. On a vu tout à l'heure dans le reportage sur la protection de l'enfance, tous les hommes libres naissent libres et égaux en droit, la Déclaration des droits de l'homme. Nous considérons que tout enfant qui nous est confié est un enfant que nous devons protéger. Un mineur non accompagné doit être protégé comme les autres enfants. Pour nous, il y a une forme d'universalité du droit. Donc je pense que nous avons une différence assez marquée. Mais je crois qu'on retrouve aujourd'hui, à Département de France aussi, une forme de clivage entre la droite et la gauche qui est plutôt intéressant. Le en même temps n'a jamais été notre cours d'école, mais pour le coup, là, désormais, nous avons quelques clivages qui sont plutôt intéressants à cultiver. Nicolas Lacroix. Écoutez, d'abord, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça une menace, mais en tout cas, on a hier soir souhaité hausser le ton en attendant, bien sûr, la venue du Premier ministre. Ne pas verser le RSA à la CAF, c'est effectivement courir un risque que la CAF ne puisse plus, dans les semaines ou les mois qui viennent, verser le RSA. C'est pas parce qu'on ne verse pas, c'est que les départements bientôt ne pourront plus verser le RSA à la CAF. Ça va être une conséquence évidemment de ce qu'on nous propose. Ensuite, sur les mineurs non accompagnés, bien sûr, aujourd'hui, les départements s'impliquent sur ces questions. Demain, les départements ne pourront plus. Les mineurs non accompagnés, on considère que c'est un lien direct avec la politique migratoire de notre pays. Et la politique migratoire de notre pays, c'est une question régalienne. C'est à l'État de s'occuper de ces questions. Voilà, ça fait aussi partie des sujets qu'on a déjà largement discuté à Département de France. On l'a déjà arbitré. On revient sur cette question régulièrement. On a aussi souhaité hier évoquer qu'on avait l'intention d'attaquer l'État à chaque fois que l'État prendrait une décision qui impacte les finances du département. Donc toute décision prise par l'État qui impacterait directement les finances des départements sans concertation et sans compensation serait immédiatement attaquée. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si l'État décide d'augmenter le RSA, hop, vous attaquerez l'État? Oui, on attaque l'État. Alors ça fait un petit moment qu'on le dit, on ne l'a jamais fait. Quatrième sujet, je pense que les extensions du Ségur, ça suffit. Des décisions prises par des ministres sans concertation qui impactent directement les finances du département. Vous savez, le dernier cadeau que nous a fait Madame la ministre de la Santé avant de changer de ministère, c'est l'extension du Ségur. Un cadeau qui a coûté 170 millions au département de France non compensé. Ça, on dit, ça suffit. Et donc, nous ne financerons pas non plus cette extension du Ségur. C'est aussi peut-être quelques points de divergence qu'on peut avoir avec mon collègue président du groupe de gauche. Si on partage beaucoup de choses, mais il y a évidemment un peu de divergence. Et je crois qu'il l'a dit lui-même. Aujourd'hui, le clivage gauche-droite, il serait peut-être bon qu'il revienne un peu. Je crois que voilà, il y a des différences entre nous et je pense que c'est bien aussi de les assumer. Jean-Luc Lez. Non, je voulais dire un mot sur les mineurs non accompagnés et du coup positiver la vision sur la protection de l'enfance. Samedi dernier, je remettais des diplômes à 300 enfants de la protection de l'enfance qui ont obtenu un brevet ou un CAP. Il y avait un certain nombre de mineurs non accompagnés. Alors ce qui est intéressant, c'est que le groupe DCI qui défend beaucoup le tissu des entreprises et le monde économique, à très juste titre, eh bien j'ai remis des diplômes d'honneur à ces jeunes qui ont obtenu un CAP de plombier, un CAP de maçon, un CAP de carreleur, un CAP d'électricien. Et ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, vont permettre de fournir de la main-d'œuvre
pour des emplois qui n'en trouvent plus, malheureusement, par ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser de cette manière. Nous avons besoin aussi de ces jeunes qui ont envie de s'intégrer et qui réussissent en plus dans leurs études. Vous me dites si je trahis vos propos, Nicolas Lacroix, mais ce qu'il semblait dire tout à l'heure, c'est qu'il faut revoir la politique migratoire pour qu'on ait moins de mineurs non accompagnés à gérer. Qu'est-ce que vous dites de ça, Jean-Luc Gleyze? Écoutez, alors là, moi, sur la politique migratoire, je n'ai pas généralement de position aussi radicale que peut l'avoir la droite habituellement. Je considère aussi que c'est la diversité qui a toujours fait la chance de la France et que cette diversité, nous devons continuer à la cultiver. La fraternité, c'est aussi de pouvoir accueillir des gens qui viennent d'ailleurs et de pouvoir correctement les intégrer dans le pays. Le vrai sujet, c'est celui de la bonne intégration et de la manière dont nous la travaillons ensemble. Non, mais sur les mineurs non accompagnés, je partage avec Jean Gleyze qu'on a effectivement des réussites et des jeunes qui veulent réussir. Vous savez, ils ne sont pas venus sur notre territoire sans ambition, sans volonté évidemment de changer leur vie, tout simplement. Et donc aujourd'hui, évidemment, on peut se satisfaire des réussites qu'on peut avoir dans nos territoires. J'ai aussi ces relations assez fréquentes avec nos artisans, nos commerçants qui sont souvent à la recherche de collaborateurs et à qui, évidemment, on propose des collaborations avec nos mineurs non accompagnés. Mais aujourd'hui, ça coûte très cher au département et si on ne peut plus le réaliser, effectivement, parce qu'on n'en aura plus les moyens, ça fait partie des choses, effectivement, sur lesquelles on pourrait revenir. C'est peut-être dommage, et je le dis très sincèrement, mais aujourd'hui, ça coûte trop cher et on n'a plus les moyens de le faire. Donc il faut évidemment qu'on coupe. Vous savez, on va devoir faire des choses qui ne sont pas agréables. On va devoir revenir sur un certain nombre de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nos politiques des solidarités. Ça coûte cher, les politiques des solidarités, mais on a aussi de beaux résultats et on peut être fier de ce qu'on fait. Mais il y a des moments où, quand on ne peut plus voter de budget en équilibre, on est obligé de faire des sacrifices et on est obligé de revenir sur des choses qui malheureusement fonctionnaient. Alors, si la question de l'existence et de la nécessité des départements ne se pose pas, il y a quand même toujours un débat sur les compétences des départements. Est-ce qu'il faut que les départements se centrent uniquement sur leurs compétences sociales et ne s'occupent plus des autres compétences ? Mais ça n'a pas véritablement de sens de poser cette question. Mais pardon, mais c'est un débat qui revient souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous finançons un club sportif pour du handisport, c'est du handicap compétence obligatoire ou du sport politique volontariste? Quand nous aidons à promouvoir de la culture qui favorise encore le lien social dans les EHPAD et l'éveil des personnes dans les EHPAD, est-ce de l'aide aux personnes âgées ou est-ce purement de la culture? Donc les lignes rouges sont quand même beaucoup plus difficiles à définir que ceux qui veulent défendre vraiment une rigidité dans les compétences et dans leur attribution le prétendent. Donc je crois qu'il faut imaginer aussi que toutes les actions que nous avons vers la culture, vers le sport, vers l'aide alimentaire, vers l'humanitaire, sont des mesures complémentaires et des actions complémentaires qui favorisent la cohésion sociale dans le pays. Et nous sommes acteurs de la cohésion sociale et aussi de la cohésion territoriale. Quand on envoie là aussi des possibilités d'activités sportives, culturelles dans les territoires les plus ruraux, eh bien c'est garantir une forme d'égalité républicaine dont nous sommes complémentaires des pures compétences obligatoires qui sont les nôtres. Après, ce qu'il faut, c'est se dire, est-ce que nous empiétons sur les pieds d'autres niveaux de collectivité ? Je trouve qu'aujourd'hui, sur le tourisme, la culture, le sport, on est assez complémentaires avec la région, avec les communautés de communes. Moi, je ne vois pas tant de difficultés dans l'application des compétences départementales. Simplement, il faut nous garantir les moyens qui vont avec. Vous savez, on a pris la place que l'État nous a laissée face à ces défaillances. Moi, j'ai un sujet sur lequel je me mobilise beaucoup, c'est la santé. La santé, c'est du régalien. Moi, je refuse de dire aux habitants de mon département, la Haute-Marne, la santé, c'est pas moi, c'est l'État. Parce que ça, les Français ne l'entendent pas. Donc beaucoup de départements s'impliquent fortement sur les questions de santé. Dans mon département, je vais financer à 50% un nouvel hôpital. Certains me le reprochent. Mais si je ne le fais pas, l'État n'ira pas. Et la santé, c'est une des priorités des habitants de nos territoires. Sur les questions d'aide au territoire, est-ce qu'effectivement, c'est à un département d'accompagner une autre collectivité? Ce n'est pas une compétence du département. On le fait parce que sans l'aide du département, il n'y aurait pas cet équilibre et cette cohésion territoriale. Donc beaucoup de sujets ont été laissés finalement sur certains territoires en ruine par l'État. Et les départements, les collectivités, et j'allais dire l'ensemble des partenaires ont souhaité intervenir. Sur la question de l'agriculture, c'est l'actualité. Oui, beaucoup de départements à qui on avait dit vous n'accompagnerez plus le monde agricole parce que ce n'est plus votre compétence, c'est du développement économique, vous n'y allez pas. On a été suffisamment intelligents avec nos collègues des régions pour pouvoir continuer à intervenir et accompagner nos chambres d'agriculture. Aujourd'hui, on vit une crise incroyable sur la crise ovine.
on intervient par le biais de nos laboratoires départementaux. Donc oui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait nous dire « occupez-vous de vos compétences ». C'est peut-être malheureusement ce qu'on va devoir faire maintenant. Mais aujourd'hui, on est présent partout et je crois que les départements, ça compte parce qu'on est au plus proche de tous ceux qui en ont besoin. Et bien souvent, effectivement, on va au-delà de nos compétences. Mais dans des petits départements comme le mien, si vous voulez, le département est essentiel. On n'a pas d'agglomération, on n'a pas de grosse ville. Le département, c'est vraiment le lien avec tous les acteurs de nos territoires. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous parliez de la crise agricole, Nicolas Lacroix. On continue à en parler puisque c'est à la une de la presse régionale ce matin.